Mes parents m'ont largué à l'âge de 8 ans pour sauver ma sœur mourante. 9 ans plus tard, ils se sont pointés en exigeant que je remette sa vie sur les rails. Je leur ai dit d'aller se faire voir, et ce qui a suivi a été un chaos total. Salut Reddit. Mes parents m'ont abandonné chez mon oncle quand j'avais 8 ans pour pouvoir se concentrer sur le traitement du cancer de ma sœur. Ils sont revenus 9 ans plus tard en s'attendant à ce que je résolve tous ces problèmes parce qu'elle a du mal à s'en sortir dans la vie. Je leur ai dit exactement où ils pouvaient aller. Maintenant, ils essaient toutes les tactiques de manipulation du manuel pour me faire culpabiliser et me forcer à jouer à la famille heureuse. Voici toute cette histoire tordue. Je suis un homme de 26 ans, et ce cauchemar se construit depuis près de 2 décennies. Laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez exactement à quel point cette situation est insensée. Quand j'avais 8 ans, ma sœur Victoria, qui en avait 6 à l'époque, a été diagnostiquée avec une leucémie lymphoblastique aiguë, le genre vraiment agressif qui nécessite des années de traitement intensif, des visites constantes à l'hôpital, et en gros, toute votre existence qui tourne autour du maintien en vie d'un enfant. Mes parents se sont complètement effondrés quand ils ont reçu le diagnostic. Je ne peux pas leur reprocher cette réaction initiale. Découvrir que votre enfant de 6 ans a un cancer dévasterait absolument n'importe qui. Ce que je peux leur reprocher, c'est chaque choix qu'ils ont fait après ce moment. Environ 3 mois après le début du traitement de Victoria, mes parents m'ont fait asseoir pour ce qu'ils ont appelé une « réunion de famille ». J'étais encore juste ce petit garçon qui ne comprenait pas pourquoi sa sœur était soudainement toujours malade et pourquoi notre maison s'était transformée en cette étrange zone stérile où je ne pouvais rien toucher sans que quelqu'un me hurle dessus à propos des germes et de la contamination. Papa a fait la plupart du discours pendant que maman était assise là, pleurant dans un mouchoir. Il m'a expliqué, d'une voix excessivement patiente, qu'ils devaient concentrer toute leur énergie et leur attention sur Victoria en ce moment. Les traitements étaient incroyablement chers, prenaient beaucoup de temps et étaient épuisants émotionnellement. Ils ne pouvaient pas me donner l'attention et les soins dont j'avais besoin tout en gérant le combat de Victoria contre le cancer. Ce serait mieux pour tout le monde si j'allais rester chez l'oncle Frank, pour un petit moment. Juste le temps que Victoria aille mieux, ajouta maman à travers ses larmes. Comme si ce qualificatif rendait la chose acceptable. Ce petit moment s'est transformé en 9 ans. L'oncle Frank était le frère cadet de mon père. Jamais marié, pas d'enfant, il vivait dans une maison correcte de 3 chambres à environ 320 km de là, dans un état complètement différent. Il travaillait comme professeur de travaux manuels au lycée et passait ses week-ends à retaper de vieilles voitures dans son garage pour 2 voitures qu'il avait converties en un véritable atelier avec tous les outils imaginables. Le jour où ils m'ont déposé est gravé dans ma mémoire avec une clarté parfaite. Maman a pleuré pendant tout le trajet de 4 heures tandis que papa gardait la mâchoire serrée et les yeux fixés sur la route. J'étais assis sur la banquette arrière avec un sac de sport contenant des vêtements pour 2 semaines, mes livres préférés et ce dinosaure en peluche que j'avais depuis l'âge de 3 ans. J'ai passé tout le trajet à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal pour mériter cette punition. L'oncle Frank nous a accueillis à la porte quand nous sommes arrivés chez lui. C'était un grand homme aux mains calleuses par des années de travail manuel, au visage buriné et au sourire facile qui vous mettait instantanément à l'aise. Il a serré fermement la main de mon père, a serré doucement ma mère dans ses bras, puis s'est accroupi à ma hauteur et a dit « Salut, mon grand. Tu aimes construire des trucs ? J'ai une voiture de projet dans le garage qui aurait bien besoin d'une paire de mains supplémentaires si ça t'intéresse. » Mes parents sont restés peut-être 30 minutes au total. Ils ont donné à l'oncle Frank un dossier avec mes dossiers médicaux, mes informations scolaires et mes papiers d'assurance, ont parlé à voix basse des contacts d'urgence, des arrangements de garde et de la logistique. Puis ils m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir, d'une manière maladroite et rigide qui ressemblait plus à une obligation qu'à une véritable affection. Et voilà, à 8 ans, j'avais été déplacé comme un meuble pour lequel il n'avait plus de place. Cette première nuit a été absolument brutale à tous points de vue. L'oncle Frank a préparé des spaghettis avec de la sauce du commerce pour le dîner et a essayé de faire la conversation, me demandant quelles étaient mes matières préférées à l'école et quel genre de musique j'aimais écouter, mais je ne faisais que pousser la nourriture dans mon assiette, incapable de manger quoi que ce soit. Je n'arrêtais pas d'attendre que mes parents reviennent par la porte et disent que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Ils ne l'ont pas fait. L'oncle Frank m'a installé dans la chambre d'amis au bout du couloir à l'étage. C'était assez dépouillé au début, juste un lit avec des draps bleus unis, une commode au tiroir vide et quelques étagères sans rien dessus. Mais au cours des semaines suivantes, il a commencé à ramener des choses pour que ça ressemble plus à une vraie chambre. Un meilleur bureau pour les devoirs avec une lampe qui avait un très bon éclairage.
Une bibliothèque qu'il avait construite lui-même dans son atelier, poncée à la perfection et teinte en foncé. Des affiches pour les murs parce qu'il avait remarqué que j'aimais les dinosaures et l'exploration spatiale. Lentement, méthodiquement, cela a commencé à ressembler moins à un point de chute temporaire et plus à une véritable chambre. Ma chambre. Commencer dans une nouvelle école était étrange et vraiment effrayant. Être le nouveau, ça craint toujours, peu importe la situation. Mais être le nouveau qui a été largué par ses parents parce que sa sœur est en train de mourir, c'est un genre spécial de cauchemar social. Les enfants sont absolument brutaux quand ils sentent la vulnérabilité. Et bon sang, j'en débordais ces premiers mois. Mais l'oncle Frank m'a soutenu dès le premier jour, de toutes les manières possibles. Il est allé à chaque réunion parents-professeurs, prenant des notes détaillées et posant des questions réfléchies comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il s'est présenté à chaque événement scolaire, même les plus ennuyeux comme les concerts de la chorale où les enfants massacraient des chants de Noël pendant 45 minutes douloureuses. Il a même rejoint l'association des parents d'élèves parce qu'il disait que quelqu'un devait s'assurer que le programme de travaux manuels ne soit pas supprimé du budget. Cet homme travaillait à son poste d'enseignant pendant la journée, s'occupant d'adolescents qui pensaient que les outils électriques étaient des jouets avec lesquels s'amuser. Puis il rentrait à la maison et préparait un vrai dîner chaque soir. Pas des plats surgelés ou à emporter, mais de la vraie nourriture cuisinée dans de vraies casseroles. Il m'aidait avec mes devoirs, même quand mes problèmes de maths le faisaient tiquer de frustration visible. Il m'a appris à faire une vidange, à réparer un robinet qui fuit, à utiliser des outils électriques sans perdre de doigts, à équilibrer un chéquier et à gérer l'argent de manière responsable. Toutes les choses fondamentales que les parents sont censés enseigner à leurs enfants. Il l'a fait sans qu'on le lui demande, sans compter les points, sans me faire sentir que je lui devais quelque chose. Mes vrais parents, eux, appelaient peut-être une fois par mois, si j'avais de la chance. Toujours exclusivement à propos de Victoria, comment elle réagissait à la dernière série de chimiothérapie, ce que les médecins disaient de sa numération globulaire et de son pronostic, quel protocole de traitement expérimental ils essayaient ensuite. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais à l'école ou avec mes amis. Jamais demandé si je m'étais fait des amis dans ma nouvelle ville. Jamais demandé si je dormais bien, s'il me manquait ou si je m'adaptais à ma nouvelle vie. Les visites occasionnelles étaient encore pires que les appels téléphoniques. Peut-être 3 fois par an, il faisait le trajet pour une visite d'un long week-end. Il apportait toujours des photos récentes de Victoria dans divers contextes hospitaliers, l'air pâle et malade. Il parlait toujours exclusivement des traitements de Victoria, des difficultés de Victoria et de l'incroyable courage de Victoria à travers tout cela. Il rendait toujours très clair que leur vraie vie se déroulait à 320 km de là et que j'étais juste une obligation qu'il devait vérifier de temps en temps. Je me souviens d'une visite particulièrement douloureuse quand j'avais 10 ans. Je venais d'être inscrit au tableau d'honneur pour la première fois et j'étais si excité de leur annoncer. J'ai apporté mon bulletin au restaurant où nous dînions, les mains tremblant littéralement en le faisant glisser sur la table. Maman y a jeté un œil pendant peut-être 3 secondes au total. Elle a dit, « C'est bien, chérie », puis a immédiatement enchaîné sur le nouveau protocole de traitement de Victoria à l'hôpital pour enfants et à quel point il semblait prometteur. L'oncle Frank a vu mon visage se décomposer complètement. Il a vu comment j'ai replié ce bulletin et l'ai fourré dans ma poche comme s'il s'agissait d'un déchet sans valeur. Plus tard dans la nuit, après que mes parents soient retournés à leur hôtel, il m'a emmené manger une glace dans un endroit qui était ouvert tard. Il a fait tout un plat de manière exagérée de mon inscription au tableau d'honneur. Il a mis mon bulletin sur son réfrigérateur avec une 50aine d'aimants colorés. Le lendemain, il a dit à absolument tout le monde à la quincaillerie que son neveu était un élève brillant qui irait loin. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre la différence fondamentale entre les parents et la vraie famille. Les parents, c'est juste de la biologie, des papiers légaux et une génétique partagée. La famille, ce sont les gens qui sont vraiment là pour vous, de manière constante, qui remarquent quand vous souffrez, qui célèbrent vos victoires comme si c'était les leurs. Les années se sont enchaînées dans ce schéma étrange et prévisible qui est devenu ma normalité, l'année scolaire avec l'oncle Frank, où la vie semblait stable, sûre et vraiment bonne, les visites maladroites de mes parents où je me sentais comme un étranger dans ma propre histoire, les appels téléphoniques où ils me tenaient au courant des progrès médicaux de Victoria, comme si je recevais une newsletter au lieu de véritables nouvelles familiales. Victoria est entrée en rémission quand j'avais 11 ans. Le cancer avait complètement disparu. Elle se remettait bien. Je me souviens avoir pensé que peut-être les choses allaient enfin redevenir normales. Peut-être que mes parents viendraient me chercher maintenant que la crise était terminée et résolue. Peut-être que nous pourrions enfin redevenir une famille.
Ils ne sont pas venus. Nous voulons juste nous assurer qu'elle reste stable, m'a expliqué papa lors d'un de ses appels mensuels. Les médecins disent que la première année après la rémission est la période la plus critique pour une rechute. Nous devons rester complètement concentrés sur sa guérison et sa surveillance. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai dit que je comprenais. Qu'est-ce que j'étais censé dire d'autre? J'avais 11 ans. Alors je suis resté avec l'oncle Frank. J'ai eu 12 ans, puis 13, puis 14. J'ai commencé le lycée et j'ai rejoint le club de robotique parce que l'oncle Frank pensait que j'aimerais l'aspect ingénierie. Il avait absolument raison. Il s'est avéré que j'avais une aptitude naturelle pour les systèmes mécaniques et la logique de programmation. Je me suis fait de très bons amis grâce à la robotique, des gamins tout aussi nerds et obsédés par la construction de choses fonctionnelles. J'ai appris à souder correctement dans le garage de l'oncle Frank pendant les vacances d'été. J'ai commencé à sortir avec une fille nommée amie de ma classe d'anglais en seconde. Des trucs normaux d'adolescents dont mes parents ne savaient absolument rien parce qu'ils étaient trop occupés à couver Victoria pour prendre la peine de poser des questions sur ma vraie vie. Victoria a fait une rechute quand j'avais 14 ans. Le cancer est revenu, encore plus agressif qu'avant. Dans ses os cette fois. Mes parents ont appelé l'oncle Frank directement cette fois-là. Ils n'ont même pas demandé à me parler d'abord. Ils voulaient juste s'assurer qu'ils pouvaient me garder indéfiniment parce qu'ils allaient être à nouveau complètement concentrés sur le traitement de Victoria, probablement pour plusieurs années encore. L'oncle Frank a couvert le téléphone et m'a regardé, assis à la table de la cuisine en train de faire mes devoirs. Il m'a demandé si je voulais leur parler. J'ai secoué la tête. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Désolé que votre fille ait de nouveau le cancer, mais aussi, je ne vous ai pas vu depuis 8 mois et vous avez complètement oublié mon anniversaire. Il a repris l'appel, a dit à mes parents d'une voix calme et mesurée que j'allais très bien et qu'ils devaient concentrer toute leur énergie sur le traitement de Victoria. Il l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde pour un adolescent de vivre avec son oncle au lieu de ses vrais parents. Après qu'il ait raccroché, nous n'avons pas du tout parlé de la situation. Nous sommes juste retournés à notre routine du soir. Plus tard, nous sommes allés dans le garage pour travailler sur la Mustang 67 que nous restaurions ensemble de A à Z. Cette voiture est devenue une sorte de projet thérapeutique pour nous deux. Chaque fois que les choses semblaient compliquées, lourdes ou accablantes, nous allions dans le garage et nous bricolions quelque chose jusqu'à ce que nos mains soient couvertes de graisse et que nos esprits soient clairs. Victoria a vaincu le cancer pour la 2e fois quand j'avais 16 ans. Il a fallu 2 années brutales de traitement intensif, mais elle s'en est sortie. J'étais en première à ce moment-là, capitaine de l'équipe de robotique qui avait remporté des compétitions régionales, travaillant à temps partiel à la quincaillerie où l'oncle Frank faisait régulièrement ses achats. J'avais toute une vie complète qui n'avait absolument rien à voir avec mes parents ou ma sœur. Ils sont venus nous rendre visite cet été-là. La première fois en près d'1 an et demi. Victoria était avec eux cette fois. Voir ma sœur en personne après toutes ces années était profondément étrange et inconfortable. C'était une petite fille quand je suis parti, à peine plus qu'un bébé. Maintenant, elle avait 14 ans et ressemblait à une personne complètement différente. Mince et pas la cause des années de traitement, mais en bonne santé et vivante. Elle avait cette façon de bouger prudente et mesurée, comme si elle s'habituait encore à ce que son corps fonctionne normalement après si longtemps. Nous sommes tous allés dîner au steakhouse que mes parents avaient choisi. Le repas entier a été d'une maladresse infernale. Victoria et moi n'avions littéralement rien à nous dire, aucun point commun. Nous étions de parfaits étrangers qui se trouvaient partagés de l'ADN et quelques vagues souvenirs d'enfance d'avant que tout ne tourne au désastre. Mes parents essayaient désespérément de forcer la conversation entre nous, posant des questions comme si nous étions des tout-petits à un rendez-vous de jeu arrangé. Raconte à ton frère ton cours d'art, Victoria. Elle est très douée à l'aquarelle. Parle à ta sœur de ton équipe de robotique. Il est le capitaine, tu sais, très impressionnant. C'était physiquement douloureux d'assister à ça. Nous étions 2 personnes sans aucune expérience partagée et sans véritable connexion, essayant d'avoir une relation parce que des adultes coupables pensaient que nous le devions. Après le dîner, debout sur le parking sous les dures lumières fluorescentes, mes parents m'ont lâché leur bombe. Ils voulaient que je rentre à la maison de façon permanente. Victoria était stable maintenant, officiellement en rémission. Ils avaient enfin retrouvé une version normale de leur vie. Il était temps que toute la famille soit de nouveau réunie. Tant que tout redevienne comme avant que le cancer ne détruise tout. J'ai regardé l'oncle Frank qui se tenait à côté de moi.
Il gardait un visage soigneusement neutre, mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux. Pas de la tristesse, exactement, plutôt de la résignation mêlée à une appréhension silencieuse, comme s'il avait su que ce moment viendrait un jour et s'y était mentalement préparé. « Je peux y réfléchir ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus petite et moins confiante que je ne le voulais. L'expression de mon père s'est durcie pour prendre ce regard familier de colère contenue que j'avais vu tant de fois en grandissant. « À quoi y a-t-il à réfléchir ? Tu es notre fils, Victoria va mieux. Nous voulons que notre famille soit de nouveau réunie. Ça a toujours été censé être temporaire. J'ai l'école ici, des amis. Un travail que j'aime vraiment, une compétition de robotique à l'automne pour laquelle on se prépare depuis 1 an. Tu peux faire tout ça à la maison aussi, a dit maman, tendant la main vers la mienne à travers l'espace qui nous séparait. Je l'ai retiré instinctivement. Tu nous as tellement manqué, chérie. Tu ne veux pas être de nouveau avec ta famille. L'oncle Frank a finalement pris la parole, sa voix stable et calme comme toujours. Laissez le gamin finir son lycée ici. Il lui reste 1 an. Le déraciner maintenant serait assez dur pour lui. Laissez-le obtenir son diplôme avec ses amis et son équipe. Papa n'a pas du tout aimé ça. Il a pris cet air tendu et en colère, comme si l'oncle Frank avait largement dépassé les bornes, mais il a cédé. Il ne voulait probablement pas faire de scène en public. Il a dit d'accord, je pouvais finir ma terminale avec l'oncle Frank. Ensuite, je rentrerai à la maison pour l'université et nous serions à nouveau une vraie famille. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas mentionné que j'avais déjà regardé des universités à moins d'1 heure de la maison de l'oncle Frank. Je n'ai pas dit que je considérais sa maison plus comme mon foyer que l'endroit où j'avais passé les 8 premières années de ma vie. J'ai juste hoché la tête et les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Ils sont partis le lendemain. Victoria m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. C'était exactement comme serrer une parfaite inconnue. Maladroit, forcé et sans signification. Mes parents m'ont rappelé de rentrer pour Noël. Ils ont dit qu'ils prévoyaient quelque chose de vraiment grand pour toute la famille maintenant que Victoria était en bonne santé et que tout pouvait enfin être normal. Je les ai regardés partir en voiture et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de tristesse, pas de soulagement, pas de colère, juste un vide et un engourdissement émotionnel. « Ça va, gamin ?» m'a demandé l'oncle Frank, debout à côté de moi sur le porche. « Ouais. On peut travailler sur la Mustang. » Nous avons passé le reste de ce week-end dans le garage à remplacer tout le système de transmission. Nous n'avons pas parlé de mes parents, de Victoria, de l'avenir ou des attentes. Nous nous sommes juste concentrés sur les boulons, les engrenages et le clic mécanique satisfaisant des choses qui s'emboîtent correctement. Ma terminale a été vraiment géniale à tous points de vue. Notre équipe de robotique a remporté la compétition régionale avec un design que j'avais passé des mois à perfectionner. J'ai été accepté dans 3 programmes d'ingénierie différents avec des bourses d'études décentes pour chacun. J'ai continué à travailler à la quincaillerie et j'ai économisé une bonne somme d'argent. L'oncle Frank m'a appris à gérer correctement un compte bancaire, à établir un budget efficace, à investir de petites sommes judicieusement. Toutes les compétences fondamentales que mes parents n'avaient jamais pris la peine de m'enseigner. L'université que j'ai finalement choisie s'appelait Riverside Tech, à environ 2 heures de la maison de l'oncle Frank, assez proche pour lui rendre visite le week-end si je le voulais, assez loin pour me sentir vraiment indépendant. Un excellent programme d'ingénierie avec des professeurs qui avaient réellement travaillé dans l'industrie pendant des années. Quand je l'ai annoncé à mes parents par téléphone, ils ont complètement pété les plombs. « Nous pensions que tu rentrais à la maison », a dit maman, sa voix devenant aiguë et paniquée. « Nous avions prévu que tu ailles à l'université d'État. C'est à seulement 30 minutes de la maison. Tu pourrais vivre à la maison et économiser de l'argent sur le logement et la nourriture. J'ai eu une bourse bien meilleure à Riverside, ai-je expliqué, ce qui était tout à fait vrai. Et l'oncle Frank m'a aidé à chercher des options de logement hors campus pour la 2e année. Papa lui a arraché le téléphone des mains. Sa voix avait ce ton tranchant qu'elle prenait toujours quand je ne suivais pas le scénario qu'il avait écrit dans sa tête. Nous sommes tes parents. Nous te voulons à la maison avec nous. Nous avons déjà sacrifié assez de temps avec toi. Cette séparation a assez duré. Cette phrase m'a vraiment blessé. Ils avaient sacrifié du temps avec moi, comme si j'avais été en vacances prolongées pendant 9 ans au lieu d'être le gamin qu'ils avaient expédié quand les choses étaient devenues compliquées et gênantes. Je vais à Riverside Tech, ai-je dit sèchement. J'ai déjà payé mon acompte, je suis inscrit pour les cours d'automne. C'est fait.
Un long et lourd silence sur la ligne. Puis maman s'est mise à pleurer de manière audible en arrière-plan. Papa s'est mis en colère, sa voix montant alors qu'il se lançait dans une longue diatribe sur le fait que j'étais égoïste, ingrat et irrespectueux. Il a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi et Victoria. Il a dit que la famille était censée rester unie à travers tout, quoi qu'il arrive. Il a dit que je jetais une chance de reconstruire nos relations. Je l'ai laissé terminer tout son discours. Puis j'ai dit très calmement, on se reparle plus tard, et j'ai raccroché. L'oncle Frank était dans la cuisine quand je suis descendu, faisant semblant de lire le journal, mais écoutant manifestement tout. Il n'a pas posé de questions sur l'appel. Il a juste fait glisser une bière de gingembre sur le comptoir et m'a demandé si je voulais regarder le match de baseball à la télé. Cet été avant l'université a été absolument parfait. J'ai travaillé à plein temps à la quincaillerie, obtenant une promotion au poste de directeur adjoint. J'ai aidé l'oncle Frank à finir de restaurer complètement la Mustang. Je suis parti camper avec des amis. J'ai eu un été tout à fait normal à faire des choses normales de jeune de 18 ans. Mes parents ont appelé exactement 2 fois durant tout l'été. Les 2 fois pour essayer de me convaincre de changer pour l'université d'État avant le début du semestre d'automne. Les 2 fois, j'ai dit non. Finalement, ils ont arrêté de demander. L'université a été tout ce que j'espérais et plus encore. Un solide programme d'ingénierie avec des professeurs qui se souciaient vraiment de l'enseignement et de la réussite des étudiants. Des cours stimulants qui me faisaient mal au cerveau de la meilleure façon possible. Je me suis fait des amis qui partageaient mes intérêts et ne pensaient pas qu'il était étrange de passer les vendredis soirs à débattre des rapports de vitesse optimaux. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un du nom de Hannah en 2e année. Elle étudiait la gestion d'entreprise et avait ce rire contagieux qui rendait tout plus léger et plus facile. Elle a trouvé mon éducation étrange quand je lui ai finalement expliqué toute la situation, mais ne m'a pas traité comme si j'étais endommagé ou brisé. Elle l'a simplement accepté comme une partie de mon histoire. L'oncle Frank venait me rendre visite une fois par mois, comme une horloge. Il apportait toujours de la nourriture faite maison parce qu'il disait que les cafétérias des résidences universitaires commettaient des crimes contre la nutrition. Il posait toujours des questions détaillées sur mes cours et mes projets et écoutait attentivement les réponses. Il me rappelait toujours que je pouvais appeler à tout moment, jour ou nuit, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mes parents ont appelé peut-être 3 fois pendant toute cette première année d'université. Toujours des conversations brèves et maladroites. Se terminant toujours par un commentaire passif-agressif sur le fait que j'avais choisi d'être si loin de la maison, comme si 2 heures étaient une distance impossible au lieu d'être à peine en dehors de la banlieue. Victoria m'a ajouté sur les réseaux sociaux en 2e année. Elle a envoyé un long message disant qu'elle voulait renouer le contact. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais gardé mes distances, mais espérait que nous pourrions avoir une vraie relation en tant qu'adultes, maintenant que nous étions tous les 2 plus âgés et plus matures. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que j'étais content qu'elle ait survécu au cancer, mais que je n'avais aucun intérêt à jouer aux frères et sœurs avec quelqu'un que je connaissais à peine? Cela semblait trop dur et compliqué, alors j'ai simplement ignoré. Elle a essayé encore quelques fois au cours des années suivantes. Des messages d'anniversaire, des textos pour les fêtes, toujours la même énergie de quelqu'un essayant désespérément de forcer une connexion qui n'avait jamais existé. Je n'ai jamais répondu à aucun d'eux. L'oncle Frank m'en a parlé une fois lors d'une de ses visites. Ta sœur continue d'essayer de te contacter. Ça te va de l'ignorer comme ça? Je ne la connais pas vraiment, ai-je dit simplement. Nous sommes liés par le sang, mais c'est tout. C'est leur enfant. Je suis le tien. L'oncle Frank a eu une drôle d'expression, s'est raclé la gorge bruyamment et est retourné lire le menu que nous regardions. Mais je l'ai surpris en train de s'essuyer les yeux quand il pensait que je ne le voyais pas. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec une bonne moyenne. J'ai été embauché par une excellente entreprise qui fait de la conception industrielle pour des équipements de fabrication. J'ai commencé avec un salaire décent et de bons avantages. J'ai acheté ma propre maison à environ 1 heure de chez l'oncle Frank quand j'avais 25 ans. Rien de luxueux, juste une petite maison de 2 chambres avec un garage où je pouvais travailler sur des projets. La vie était vraiment belle. Un super boulot avec un potentiel d'avancement. Une super petite amie qui me comprenait. Une super relation avec l'oncle Frank. J'ai construit toute une existence complète qui n'avait rien à voir avec les gens qui m'avaient abandonné des années auparavant. Puis le mois dernier, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre au lieu de le laisser aller sur la messagerie vocale comme d'habitude.
C'était ma mère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis plus d'1 an. Elle avait ce ton faussement joyeux qui a immédiatement mis toutes mes défenses en alerte. « Salut chérie, comment vas-tu? Ça fait bien trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais t'appeler, mais tu sais comment le temps file parfois. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, sans m'embarrasser de politesse. Cela l'a complètement décontenancée. Longue pause. Puis elle s'est lancée dans une explication décousue sur le fait que Victoria avait de gros problèmes. Elle avait obtenu son diplôme en communication il y a 2 ans, mais n'arrivait pas à trouver un travail stable dans son domaine. Elle vivait chez eux depuis. Elle souffrait de dépression et d'anxiété, ayant de sérieuses difficultés à s'adapter à la vie d'adulte normale après avoir passé tant d'années à être malade. Elle a eu tellement de mal à trouver sa place dans le monde, a dit maman, sa voix dégoulinant de sympathie. Et nous pensions que peut-être tu pourrais l'aider. Tu as si bien réussi. Peut-être que tu pourrais lui parler, lui donner des conseils de carrière. Elle t'admire tellement en tant que grand frère. J'ai littéralement éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle m'admire? Elle ne me connaît même pas. Nous avons eu peut-être 10 conversations en tout dans nos vies. Tu es son frère. Elle a besoin du soutien de sa famille en ce moment difficile. Biologiquement, je suis son frère. C'est là que ça s'arrête. Je ne la connais pas du tout. Elle ne me connaît pas. Nous sommes de parfaits étrangers. La voix de maman est devenue sèche et en colère. Elle a failli mourir plusieurs fois. Nous avons fait tout notre possible pour lui sauver la vie. Le moins que tu puisses faire est de montrer un peu de compassion et de décence humaine. Vous avez fait tout votre possible pour elle, ai-je corrigé soigneusement. Vous n'avez absolument rien fait pour moi, à part m'expédier quand je suis devenu un inconvénient pour vos priorités. Ce n'est pas juste du tout. Nous faisions face à un enfant atteint de cancer. Nous n'avions pas le choix. C'était de la pure survie. Vous aviez des choix. Vous les avez faits. Vous l'avez choisi à chaque fois. Je ne vous blâme pas pour cette décision. Mais ne soyez pas surpris ou en colère maintenant que je me suis choisi, moi et ma propre vie. Elle a essayé tous les stratagèmes de culpabilisation du manuel. A dit que j'étais égoïste. A dit que Victoria avait désespérément besoin du soutien de sa famille en ce moment. A dit qu'ils espéraient que m'élever m'aurait appris quelque chose sur la compassion, la responsabilité et la loyauté familiale. L'oncle Frank m'a élevé, ai-je dit, la voix froide. Vous m'avez expédié à 8 ans et m'avez rendu visite 3 fois par an. Ne prétendez pas avoir eu quoi que ce soit à voir avec la personne que je suis devenue. C'est alors que papa lui a arraché le téléphone. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle prenait toujours quand je ne me pliais pas immédiatement à leur volonté. Ta mère essaie d'aider ta sœur et tu es incroyablement irrespectueux et cruel. Victoria a eu une vie extrêmement difficile. Elle a besoin de soutien en ce moment et tu es en position de le lui fournir. La famille soutient la famille. C'est comme ça que ça marche. Alors soutenez-la vous-même. Je suis occupé avec ma propre vie. Tu es son frère. Tu as une responsabilité envers elle. Je suis le neveu de l'oncle Frank. C'est ça, ma famille. Victoria est votre fille. Vous avez rendu cette distinction extrêmement claire quand j'avais 8 ans. Il s'est mis à crier alors, vraiment crier fort, sur le devoir, l'obligation et la responsabilité familiale, sur mon ingratitude pour tout ce qu'ils avaient soi-disant fait, sur le fait qu'ils avaient fait de leur mieux dans une situation impossible, et que je devais arrêter de garder des rancunes comme un enfant et grandir. Je l'ai laissé divaguer et rager un moment. Quand il a finalement manqué de souffle, j'ai dit très calmement, je ne garde pas de rancune. Je ne suis simplement pas intéressé à avoir une relation avec l'un de vous. C'est la conséquence naturelle de vos choix il y a 18 ans. Je suis tout à fait en paix avec ça. Vous devriez l'être aussi. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Je suis resté assis là pendant une bonne minute, à digérer toute la conversation. Puis j'ai immédiatement appelé l'oncle Frank. Les parents viennent d'appeler, ai-je dit quand il a décroché. Je me doutais bien qu'il le ferait un jour. Victoria a de gros problèmes et il cherche des solutions en catastrophe. Ils veulent que je l'aide à trouver un travail et que je lui donne des conseils de vie. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que c'est leur problème, pas le mien. L'oncle Frank est resté silencieux un long moment. C'est dur, gamin, mais probablement juste étant donné les circonstances. Ils ont fait leur choix. Tu as le droit de faire les tiens.
Nous avons parlé encore un moment. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il ne l'a jamais fait. Il a juste écouté et m'a laissé formuler mes pensées à voix haute. Il a posé de bonnes questions qui m'ont aidé à tout digérer. C'est ce que font les vrais parents. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'aurais dû mieux savoir. La semaine suivante a apporté des emails, de longs messages décousus de ma mère sur la famille, le pardon, la guérison des vieilles blessures et le dépassement des sentiments blessés. Papa en a envoyé de plus courts, me demandant surtout de prendre mes responsabilités, de faire ce qu'il fallait et d'arrêter d'être égoïste. Victoria en a envoyé un aussi, beaucoup plus long que les autres. Elle a dit qu'elle était sincèrement désolée pour tout ce qui s'était passé quand nous étions enfants, mais qu'elle aimerait vraiment qu'on se voie pour déjeuner dans un endroit neutre. Elle a dit qu'elle avait l'impression de se noyer et qu'elle aurait vraiment besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'était que de se sentir abandonnée et seule au monde. La manipulation était presque impressionnante dans sa sophistication, essayant de créer ce lien sur un traumatisme partagé alors que le véritable traumatisme était que mes parents m'avaient abandonné spécifiquement pour lui sauver la vie. L'ironie leur avait apparemment complètement échappé à tous. J'ai supprimé tous les messages sans répondre à aucun d'eux. Puis ils se sont pointés chez moi. Je travaillais de la maison un vendredi, concevant un système de convoyeur pour un client industriel, quand quelqu'un a commencé à frapper fort à ma porte d'entrée. Je l'ai ouverte pour trouver mes parents et Victoria sur mon porche, l'air déterminé. Ils avaient conduit 4 heures pour me tendre une embuscade en personne. Nous devons parler, a dit papa, me bousculant immédiatement pour entrer dans ma maison comme s'il en avait le droit. Maman a suivi de près, regardant mon appartement avec une expression étrange sur le visage, comme si elle était sincèrement surprise que je puisse fonctionner comme un adulte compétent. Victoria est restée maladroitement en retrait près de la porte, l'air profondément mal à l'aise avec toute la situation. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement, a continué papa, debout dans mon salon. Nous sommes ta famille. Victoria a besoin d'aide, et tu vas la lui fournir. C'est final. J'ai fermé lentement la porte d'entrée et j'ai croisé les bras. Non, je ne le ferai pas, c'est ta sœur. C'est une étrangère qui se trouve partager mon ADN. Ses problèmes ne sont pas mes problèmes. Sa vie n'est pas ma responsabilité. Maman s'est mise à pleurer, les mêmes larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées sur moi quand j'étais enfant. Comment peux-tu être si froid et sans cœur? Après tout ce que nous avons traversé en tant que famille, après tout ce que nous avons sacrifié. Quelle famille, ai-je demandé sèchement. Vous m'avez expédié quand j'avais 8 ans. Je n'ai pas vécu avec vous depuis. Nous nous parlons peut-être 2 fois par an au maximum. Victoria et moi avons eu peut-être 10 conversations en tout dans nos vies. Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes des personnes apparentées qui se connaissent à peine. Victoria a finalement pris la parole. Sa voix était basse et tremblante. Je sais que tout cela est de ma faute. Si je n'étais pas tombé malade, rien de tout cela ne serait arrivé. Notre famille serait normale. Mais j'essaie de réparer les choses maintenant. Je veux vraiment connaître mon frère. Je veux que nous ayons une relation. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme et posée. On ne débarque pas 18 ans plus tard en exigeant une connexion juste parce que c'est pratique pour vous maintenant. Les vraies relations se construisent avec le temps. Nous n'avons pas cette base. Papa s'est avancé agressivement. Écoute très attentivement. Ta mère et moi avons tout sacrifié pour garder Victoria en vie. Nous avons fait des choix incroyablement difficiles. Tu penses que c'était facile de t'envoyer au loin? Ça nous a détruits émotionnellement. Mais nous avons fait ce que nous devions faire pour sauver la vie de notre fille. Nous avons choisi de la garder en vie et nous ferions exactement le même choix à nouveau. Félicitations, ai-je dit froidement. Elle est vivante. Votre travail est terminé. Mission accomplie. Maintenant, sortez de ma maison. Nous avons besoin que tu l'aides à trouver un travail, a dit maman désespérément. Ton entreprise doit bien embaucher pour quelque chose. Elle a un diplôme en communication. Elle a juste besoin de quelqu'un pour lui donner une vraie chance. Tu pourrais glisser un bon mot pour elle à ton patron. L'audace pure et simple était absolument stupéfiante. Il voulait que j'utilise mon réseau professionnel et ma réputation pour une sœur que je ne connaissais pas parce qu'elle n'arrivait pas à trouver sa propre voie professionnelle. Absolument pas, ai-je dit fermement. Tu es mesquin et vindicatif, a lâché papa. C'est une vengeance parce que tu es toujours en colère à propos de ton enfance.
Grandis un peu. Victoria a besoin d'aide et tu es en position de la lui fournir. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres. Alors soyez sa famille vous-même. Je ne suis pas sa famille. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Papa a commencé à crier sur la personne ingrate et égoïste que j'étais devenue. À quel point il était déçu de moi. Comment il m'avait mieux élevé que ça. Maman pleurait plus fort, poussant des sanglots dramatiques qui résonnaient dans ma maison. Victoria se tenait juste là, l'air absolument misérable. J'ai sorti mon téléphone calmement. Vous avez 2 minutes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police et que je vous fasse expulser. Tu n'oserais pas, a dit papa. Mais je pouvais voir une réelle incertitude dans ses yeux maintenant. J'ai commencé à composer le numéro. 1 minute 30. Maman a attrapé fermement le bras de papa. Partons, c'est tout. Ça ne marche clairement pas. Nous trouverons autre chose. Ils sont partis, mais pas avant que papa ne s'assure de me dire que je faisais une énorme erreur. Que je regretterais un jour de traiter ma famille de cette façon. Qu'un jour j'aurais besoin d'eux et qu'ils ne seraient pas là pour moi. Parfait, ai-je dit. Nous serons enfin quittes. J'ai claqué la porte à leur visage et les verrouillé. Je suis resté là, tremblant, l'adrénaline pure parcourant mes veines. C'était la première fois que je leur tenais vraiment tête comme ça. C'était à la fois terrifiant et incroyablement libérateur. J'ai immédiatement appelé l'oncle Frank. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il attendait. Ils sont venus chez toi. Ouais. Ils viennent de partir il y a environ 5 minutes. Tu vas bien? Je crois, oui. Ils voulaient que je trouve un travail à Victoria dans mon entreprise. L'oncle Frank a fait un bruit de dégoût. C'est audacieux, même pour eux. Qu'est-ce que tu leur as dit? Non. Juste non. Bien. Tu ne leur dois rien, gamin. Pas la moindre chose. Souviens-toi toujours de ça. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il m'a rappelé que j'avais bâti une vie vraiment belle sans leur aide ni leur implication. Que choisir de protéger ma paix et mes limites n'était pas égoïste. C'était sain et nécessaire. Que le sang ne vous oblige pas envers des personnes qui vous ont fondamentalement blessé. Au moment où nous avons raccroché, je me sentais à nouveau solide, centré et clair. Les emails sont devenus nettement plus méchants après la visite à la maison. Papa a envoyé plusieurs messages sur le fait que j'avais tellement changé. Que l'oncle Frank m'avait clairement empoisonné contre eux au fil des ans. Comment j'étais un enfant si doux et attentionné avant de devenir amer, en colère et plein de ressentiment. Maman a essayé une approche complètement différente. Elle a envoyé des messages incroyablement longs sur les graves problèmes de santé mentale de Victoria, sur une tentative de suicide l'année dernière dont il n'avait jamais pris la peine de me parler, sur le fait qu'elle avait désespérément besoin du soutien de sa famille et que j'étais la seule personne qui pouvait vraiment la comprendre parce que nous avions soi-disant tous les deux été abandonnés de différentes manières. La manipulation était d'un niveau expert, faisant de la tentative de suicide de Victoria ma responsabilité à résoudre. Faisant comme si nous avions tous les deux été abandonnés alors que j'étais littéralement celui qui avait été laissé pour compte. J'ai transféré tous les messages à l'oncle Frank et à Anna. Tous deux ont confirmé que je n'étais pas fou de voir clairement les tactiques de manipulation à l'œuvre. Anna avait en fait été celle qui me poussait le plus à fixer des limites plus fermes depuis des mois. Elle avait rencontré mes parents une fois lors d'une visite surprise qu'ils avaient faite à mon appartement l'année dernière. Elle les avait regardés passer 2 heures d'affilée à parler exclusivement des problèmes de Victoria tout en reconnaissant à peine mon existence dans la pièce. Elle m'avait dit après que ma dynamique familiale était vraiment toxique et que je devrais sérieusement envisager de couper complètement les ponts. Elle avait absolument raison. 2 semaines après l'embuscade à la maison, j'ai envoyé un dernier email à tous les 3. J'en ai fini avec tout ça, de façon permanente. Ne m'appelez plus jamais. Ne m'envoyez plus de mails. Ne vous présentez plus chez moi. Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes des étrangers qui se trouvent partager un peu d'ADN. Je souhaite sincèrement à Victoria le meilleur pour sa vie et sa guérison, mais je ne fais pas partie de son système de soutien. Je ne fais plus partie de vos vies du tout. Ce n'est pas de la colère, de la vengeance ou de la rancune. C'est moi qui choisis la paix, les limites et mon propre bien-être. L'oncle Frank et ma famille. Vous êtes juste des gens que j'ai connus il y a longtemps. Perdez mon numéro, définitivement. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir douter de moi. Maman a appelé immédiatement.
J'ai refusé l'appel et bloqué son numéro. J'ai fait exactement la même chose avec le numéro de papa et celui de Victoria. Je les ai bloqués tous les trois sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'ai bloqué leurs emails. J'ai complètement coupé toute voie de contact possible. Puis j'ai appelé l'oncle Frank une dernière fois. Je l'ai fait. J'ai coupé tout contact avec eux tous. Comment te sens-tu maintenant? A-t-il demandé prudemment. Plus léger. Comme si j'avais enfin lâché quelque chose de lourd que je portais depuis des années. Bien. Tu mérites la paix, gamin. Tu l'as gagnée. C'était il y a 6 mois. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux depuis. Je ne sais pas s'ils ont essayé de me contacter et que les blocages fonctionnent parfaitement ou s'ils ont enfin compris le message. Quoi qu'il en soit, ma vie a été nettement meilleure sans eux. Le travail se passe très bien, je viens d'être promu concepteur senior. Anna et moi avons emménagé ensemble le mois dernier. L'oncle Frank vient dîner tous les dimanches sans faute. Nous construisons quelque chose de réel, une famille basée sur le choix et le respect mutuel au lieu de la biologie et de l'obligation. Victoria a envoyé un dernier message par l'intermédiaire d'un cousin commun il y a environ 1 mois. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais complètement coupé le contact. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour je serais prêt à lui parler. Elle a dit qu'elle recevait de l'aide professionnelle et travaillait sur elle-même et ses problèmes. Je n'ai pas répondu. Honnêtement, j'espère qu'elle trouvera sa voie et le bonheur, mais ce n'est absolument pas ma responsabilité de l'aider à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité. Merci.